Armée 2-1-3, COQLAD 1-2-3-4. Nous sommes 12 sur 12, prêts pour votre instruction, sergent. Excellent. Asseyez-vous. Tout le monde avait vos bérets? Bonjour, je me présente, sergent Sévigny, je suis instructeur ici à la cellule CSQFT. Ce qu'on va voir pendant les 40 prochaines minutes, bien entendu, c'est le système de positionnement global appelé GPS. On va faire une petite approche de qu'est-ce qu'on va couvrir là, pour prendre un peu le pouls où vous en êtes avec ça, pour savoir un peu vos connaissances à ce sujet-là avant de commencer. Parmi vous autres, combien est-ce qu'il y en a à main levée qui ont déjà travaillé avec un GPS? Dans vos loisirs, n'importe quoi dans le civil, à main levée. Good. Vous savez toutes les fonctionnalités de base d'un GPS. Vous savez que c'est un très bon système qui existe pour trouver notre location sur la Terre, peu importe que vous soyez en véhicule ou pas. Ce qu'on va voir un peu au cours de les 40 prochaines minutes, c'est les fonctions de base de ce système-là. Comment ça fonctionne? C'est quoi par quel principe que ça fonctionne? Puis quelles en est les activités qu'on peut faire avec ça au niveau du militaire et au niveau de la temps en général. OK. Cette leçon est la première leçon d'une série de 4 portant sur le système de positionnement global GPS. Ce qu'on va voir aujourd'hui, comme vous pouvez voir au tableau présentement, le système de positionnement global, qu'on appelle aussi GPS en anglais. Le but, pourquoi vous allez voir ça, c'est que vous soyez en mesure de comprendre les principes de fonctionnement de base du réseau GPS et que vous soyez en mesure de comprendre et d'identifier les différentes applications militaires de ce système. Cette leçon est divisée en 3 stades. Vous avez le premier stade que vous voyez qui est la télémétrie des satellites. Durant ce stade-là, ce qu'on va voir, c'est comment les satellites arrivent-ils à calculer notre position sur la Terre. Au stade 2, on va voir, comme vous pouvez voir au tableau, la navigation et comprendre l'information qui provient des satellites. Les types de codes que les satellites utilisent et leurs utilités pour déterminer la position d'un récepteur. Au niveau du stade 3, comme on peut voir ici, les applications militaires. Au cours de ce stade, nous verrons les différents usages et des exemples de ceux-ci au sein des Forces armées canadiennes. Si vous avez des questions tout au long de la leçon, levez votre main. Je ne veux pas de réponse de groupe. Je vais répondre un par un. À la fin de la leçon, il va y avoir un test écrit qui va comprendre tout ce qu'on a vu durant la leçon. Vous devrez avoir 5 bonnes réponses pendant ce test-là sur 8 réponses. Maintenant, nous allons passer au stade 1 de ma leçon, qui est la télémétrie des satellites. En vos mots ici, à main levée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à propos de la télémétrie? C'est quoi? Selon vous autres, c'est quoi la télémétrie? Pensez un peu. Vous voyez pas? OK. En gros, un système télémétrique, c'est un système qui utilise une technologie, un onde, un laser, peu importe, pour trouver une distance sur le terrain. Pour être en mesure de trouver la distance entre nous et un objet quelconque. Le GPS, la principale fonction du GPS, c'est un télémètre pur et simple, qui fonctionne à partir de là avec une donnée mathématique pour trouver notre location sur le terrain. Par exemple, vous voyez ici 2 exemples de systèmes télémétriques. Hein, tout le monde a déjà vu celui-là tantôt. Au moins une fois sur l'autoroute 20 ou quelque chose comme ça. Une police qui utilise un télémètre laser pour réussir à trouver la vitesse que vous roulez. Puis ici, on voit quelqu'un en Afghanistan qui utilise une paire de jumelles Vector qui est aussi un télémètre qui sert à trouver la distance ainsi que l'azimut. On va voir plus en détail tantôt ces systèmes-là. Mais en gros, à retenir de ça, le télémètre est l'outil principal du GPS. La localisation au moyen du GPS repose sur la capacité de télémétrie des satellites. Il est en effet possible de déterminer notre position sur la Terre au moyen des distances qui nous séparent des satellites. On peut voir la Terre ici, on va voir l'interaction que ça donne tantôt. Supposons par exemple que nous savons que nous nous trouvons à 17 600 km du satellite A. Nous sommes donc à quelque part à la surface d'une sphère imaginaire dont le centre est le satellite et son rayon 17 600 km. OK? On va y aller tranquillement, pas vite, vous montrer un peu ça. Par exemple, ici, vous pouvez voir,
on a un satellite, le satellite A, avec la donnée que je parlais tantôt, 17 600 km. Ce que ça fait, c'est que selon un GPS, il va être capable de faire une bulle autour de lui pour vous dire que vous êtes présentement dans cette bulle-là selon le rayon. Tout le monde comprend ça? Le rayon? Excellent. Comme ça. C'est ce qu'on pourrait voir un peu. À un GPS, tout ce qu'il peut voir, c'est que vous êtes là-dedans. OK. Si au même moment, nous savons également nous trouver à 19 200 km du satellite B, nous sommes en mesure de réduire les possibilités de notre emplacement à la circonférence du cercle formé par l'intersection des deux sphères. Encore une fois, si vous voyez ici, le récepteur C qui est à 17 000 de un, 19 200 de l'autre, à partir de là, vous allez avoir une croisée qui est ici. Déjà là, à 2 satellites, vous êtes capable de savoir que vous vous trouvez dans cette zone-là. La zone qui est en jaune présentement. Tout le monde comprend ça? Le principe de base de ça? Imaginez-vous 2 sphères en 3 dimensions. Ça nous donne cette perspective-là au début. Puis si toujours au même moment, il est déterminé que nous sommes à 20 800 km du satellite C, les possibilités de notre emplacement sont réduites à 2 points d'intersection de la sphère C avec la sphère A et B. Encore une fois, vous voyez, si on voudrait mettre ça avec un principe fondamental de topographie que vous avez déjà appelé, on pourrait appeler ça comment? Oui. Une triangulation, exactement. On fait exactement la même chose lorsqu'on prend une boussole. On trouve des emplacements sur une carte pour trouver lorsqu'on est perdu avec une boussole. C'est un peu le même principe avec ce système-là. Lorsque vous voyez, présentement, à l'intersection de 3 satellites, on réduit considérablement la zone à 2 points qui sont quelque part là-dedans. C'est bien compris pour tout le monde? Tout le monde comprend ce qu'il y a date là-dessus? Excellent. Par télémétrie effectuée à partir de 3 satellites, nous pouvons donc déduire les possibilités de notre emplacement à seulement 2 points dans l'espace. L'utilisation d'un 4e satellite nous permet de localiser précisément sur Terre. Okay. Un 4e satellite qui pourrait rentrer en ligne de compte viendrait encore là subdiviser cette partie-là qui est ici pour nous situer sur la Terre. Principe de base des satellites. Tout le monde comprend ça? Excellent. Avez-vous des questions sur le stade 1 au complet? Ça va bien? Moi, j'en ai des questions. Par quel moyen un GPS se sert-il pour communiquer avec un satellite? Pensez-y, on en a parlé au début. Vous? Par la télémétrie, sergent? Par la télémétrie, excellent. Tout le monde avait ça? Est-ce qu'il y avait l'autre réponse? Par télémétrie. Combien de satellites faut-il pour avoir une donnée précise de notre localisation sur Terre? On parle d'une donnée précise. Vous? 3 ou 4, sergent. 3 ou 4, pas assez précis. Comment est-ce qu'on peut avoir une donnée très précise? Vous? 4 satellites. Et voilà. À 3 satellites, vous allez trouver une location sommaire sur un terrain. À 4 satellites, c'est le meilleur que vous pouvez avoir. OK, on va passer maintenant au stade numéro 2, comme vous pouvez voir à l'écran, la navigation et comprendre l'information provenant des satellites. Au cours du premier stade, nous avons vu que le GPS et les satellites utilisaient la télémétrie et échangeaient de l'information entre eux afin de trouver précisément notre location sur Terre. Durant ce stade, nous allons voir plus en détail en quoi consistent ces signaux et leurs utilités lors de la navigation sur Terre. OK, le premier qu'on va voir, qui est l'almanach. Tous les satellites GPS transmettent continuellement 2 différents types de données d'orbite pour calculer une position. Le premier étant l'almanach et le deuxième l'éphéméride qu'on va voir tantôt. L'almanach, en poursuivant seulement un satellite, le récepteur reçoit l'information de l'almanach qui contient les coordonnées de tous les satellites dans le système. Avec l'almanach, le récepteur détermine quel satellite donnera la meilleure géométrie,
Plus la géométrie est bonne, plus la position fixe est précise. OK, tantôt, il y en a un qui me parlait à propos des satellites et tout ça, à propos des signaux. C'est ça qu'on parlait. À propos là, des satellites qui se parlent entre eux autres, on peut voir en gros de quoi je viens de parler ici, hein, qui contiennent les coordonnées de tous les satellites du système. Entre eux, les satellites savent où ils sont. Ils sont capables de se parler justement avec une position très précise. Puis la position fixe, c'est la position militaire qu'on va voir un peu plus tard, qui est la position la plus précise qu'un GPS est capable d'utiliser avec ses satellites. Ça, c'était pour la première, qui est l'almanach. Maintenant, on va voir la deuxième, qui est l'éphéméride. Vous avez, dans l'éphéméride, les données de l'éphéméride sont encore plus précises et sont utilisées pour trouver les positions exactes de chaque satellite. Pour ajouter à cette information, 2 types de codes sont transmis, offrant ainsi 2 services, la position fixe et, ce qu'on voit plus tard, la position standard. À propos de la position fixe, celle que vous voyez présentement au tableau, la position fixe est utilisée seulement par le département de la Défense, tandis que le service de la position standard a un accès limité. OK? Au niveau des forces armées, on parlait la position la plus précise étant la position fixe, étant une donnée qui est cryptée. Seuls les militaires de l'OTAN, dont fait partie le Canada, sont capables d'utiliser. C'est la donnée la plus précise qu'un GPS peut donner. À partir de là, si vous avez un système de GPS chez vous, un système dans votre véhicule, des choses comme ça, des systèmes civils, ils utilisent la position standard. Puis on a aussi le code. L'utilisation du code comprend 2 fonctions. Il permet l'exemption des signaux d'interférence qui viennent de signaux non désirés. Deuxièmement, le code est utilisé pour déterminer la distance de l'utilisateur de chaque satellite. La première étape pour calculer une position. OK, le code, par expérience, lorsque je suis allé en Afghanistan, on avait dans les systèmes de GPS un crypto qui sert à éviter que d'autres systèmes ou que les terroristes, peu importe, soient en mesure de venir faire des interférences avec les systèmes GPS. C'est un système qui est propre seulement aux militaires de l'OTAN et c'est un système là, qui est mis là, par un système cryptographique qui est installé là, dans le système. À partir de là, vous avez la version la plus précise de votre GPS, puis une version qui est qu'on peut pas là, qu'on peut pas corrompre. OK, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comprendre l'information provenant des satellites. Même si le système de positionnement global est complexe, la navigation avec un récepteur GPS de haute qualité est bien simple. En utilisant les signaux d'information dans une équation géométrique fondamentale, l'écran de navigation présente la solution de manière simple et efficace. Comme on peut voir un peu ici, vous voyez un peu les satellites qui sont en train de travailler, puis un système qu'on appelle le plugger, que vous allez voir souvent durant votre carrière militaire. Pour obtenir une position, un minimum de 3 satellites sont essentiels pour avoir une lecture en 2 dimensions. En premier lieu, le récepteur détermine la durée de transmission et la réception du même signal de chaque satellite. Ensuite, le récepteur multiplie la différence des durées de transmission par la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde, pour arriver à une approximation de la distance du satellite et du récepteur. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le stade 2 au complet? Excellent. Moi, j'en ai. On y va avec la première question. Nommez-moi les 2 différents types de données d'orbite pour calculer une position. On a vu ça au début. Vous? Caporal Perron, sergent, c'est l'almanach et l'éphéméride. L'almanach et l'éphéméride. Est-ce qu'il a raison? Oui, sergent. Excellent. L'almanach et l'éphéméride. Deuxième question. Les satellites utilisent un code pour transmettre de l'information. Quelles sont les 2 utilités de ce code-là? Je viens juste de finir d'en parler. Vous? Caporal Lécuyer, sergent, c'est pour empêcher les interférences des signaux puis pour déterminer la distance de l'utilisateur de chaque satellite. Excellent. OK, la 3e question. Lors du calcul de la location, le récepteur multiplie la différence des durées de transmission entre lui et les satellites. Par quelle autre vitesse? Quelle autre vitesse?
Vous. Caporal Thibault, la vitesse de la lumière, sergent. La vitesse de la lumière qui va à combien de kilomètres secondes? Vous. Caporal Vuba, sergent, 300 000 km par seconde. 300 000 km secondes. Excellent. OK, maintenant, on va passer avec le prochain point, comme vous pouvez voir au tableau, qui sont les applications militaires. Juste de même, est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui sont amateurs de films de guerre, de films d'action? À main levée? Ouais, vous avez déjà tout vu ça un peu. OK, on peut voir dans ces films-là, bien souvent, hein, on voit des armes guidées GPS, on voit des gens avec des balises GPS, on voit des missiles, on voit un paquet de choses qui sont guidées avec un système GPS. Bien, on n'est vraiment pas loin de la réalité maintenant. Il y a beaucoup de choses au niveau des forces armées, puis au niveau des forces civiles aussi, qui utilisent le système GPS, soit pour naviguer, soit pour corriger des données ou des choses comme ça. C'est ce qu'on va voir pendant le prochain point de mon enseignement. OK. Le premier point qu'on va voir au niveau des applications militaires sont les systèmes qu'on utilise durant la navigation en cours de route. Le mot le dit, navigation en cours de route. Tout personnel qui se promène à pied, en véhicule, utilise des systèmes portables au niveau de l'armée. On peut voir ici sur la photo quelqu'un justement en train d'utiliser un plugger pour la navigation à pied. Un système très fiable, très petit. C'est ce qui va pour la navigation en cours de route. Le prochain point qu'on va voir, la navigation en terrain bas, c'est tout aéronef qui vole très près du plancher des vaches. OK? On s'entend là, un hélicoptère en approche, un avion qui fait du rase-mode pour trouver du personnel, des choses comme ça. Au niveau des acquisitions de cibles, veux-tu un peu me décrire à quoi consistent les acquisitions de cibles? Il me semble que j'ai vu quelqu'un tantôt qui était de l'artillerie. Il n'y a pas de réponse encore? Je cherche. OK, vous cherchez, vous ne trouvez pas? OK, l'Excalibur, on va en parler plus tard, oui. D'autres choses? OK. L'acquisition de cibles, dans le fond, c'est tout système d'armes qui utilise le GPS pour faire de l'acquisition de cibles. Trouver des coordonnées sur le terrain. On peut voir ici 3 systèmes qui utilisent le GPS pour ça. Tantôt, je vous parlais au début, pendant l'introduction, d'un système de jumelles qui s'appelle les vectors, qui utilise un télémètre laser pour trouver une distance et un azimut. Ici, on a un GPS, Dagger, qui peut vous donner la coordonnée. À partir de là, en jumelant ces 2 systèmes-là, vous êtes capable de trouver la coordonnée exacte de ce que vous êtes en train de regarder avec vos jumelles. On utilise ça en armée de terre beaucoup. Ici, vous avez le système Coyote, qui est un véhicule de reconnaissance blindé, qui utilise encore une fois beaucoup de systèmes optiques, beaucoup de systèmes pour trouver un radar, pour trouver de l'ennemi très longue portée. Il va utiliser aussi un GPS pour ses données de base, puis pour confirmer la location de ce qu'il regarde sur le terrain. Et une autre chose qu'on voit beaucoup en Afghanistan, qui est le mini UAV, une espèce d'avion téléguidé qui possède 2 systèmes GPS. Un pour se localiser lui-même pour pouvoir avancer, et un autre qui se sert avec les optiques pour trouver la coordonnée de l'ennemi sur le terrain. C'est ce qu'on couvre au niveau des acquisitions de cibles. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus à date? Ça va bien? Excellent. Le prochain qu'on va voir, opération à distance de véhicule. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me jaser de leurs expériences là-dessus? On a-tu déjà vu ça quelque part? Un véhicule opéré à distance. Oui. Au niveau d'un UAV, sergent? UAV, oui, c'est exactement. C'est un très bon exemple. Un UAV, autrement dit, un avion, un Unmanned Aerial Vehicle, utilise ces systèmes-là. On peut voir justement ici le TUAV qui est utilisé grandement en Afghanistan pour trouver des coordonnées. Ce système-là utilise encore une fois 2 GPS pour se repérer sur le terrain et repérer l'ennemi. Système de navigation à l'inertie. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de qu'est-ce qu'on parle quand on parle de ça? Assez compliqué. OK, je vais vous l'expliquer. Un système de navigation à l'inertie, c'est un système qui fait partie des nouveaux avions de chasse, des nouveaux avions qu'on a sur le terrain,
qui va aider l'avion à voler correctement. C'est un système, on peut voir ici, vous avez un système gyroscopique qui contient un gros gyroscope qui vient, avec l'aide d'un GPS, corriger des données pour lorsqu'un avion vole. Contrôle de missile. Ce mot-là parle par lui-même. Tantôt, on a un artilleur ici qui a parlé de munitions Excalibur. OK, au niveau des contrôles de missiles, au niveau des forces armées canadiennes, nous n'avons pas beaucoup de missiles, même très peu, à part peut-être le GM-84 Harpoon, qui est un missile utilisé par la marine. Encore là, le modèle avec GPS sort, mais on n'a pas encore en version GPS. Sauf que ce système de missiles-là peut être guidé par système GPS. Le plus connu au niveau de l'armée de terre, c'est bien entendu la munition XM982 Excalibur, qui est un obus d'artillerie qui est tiré avec un M777, un canon d'artillerie. Cette munition-là est guidée par GPS. Et la dernière, le commandement et contrôle. OK, au niveau du commandement et contrôle, ici, on peut voir sur les photos, on est présentement en Afghanistan, et ça ici, c'est le centre d'opération tactique. Vous pouvez voir un centre d'opération au niveau de compagnie qui est un peu plus bas sur l'image. Okay. Maintenant, avec les drones, avec les véhicules qui sont équipés de systèmes GPS, qui sont capables d'envoyer les coordonnées en temps réel sur le terrain, il y a manière de faire du contrôle par les postes de commandement avec l'aide de ces systèmes-là. On peut voir ici un écran où ce qu'on voit, ce que le UAV voit présentement. Ici, présentement, là, on aurait la coordonnée, puis la coordonnée GPS, d'où ce qui est en train de regarder présentement. La deuxième map qu'on voit ici, c'est une map, un peu comme une map topographique, où ce qu'on voit des véhicules blindés légers qui émettent les coordonnées à partir d'un système radio qu'on peut voir se déplacer en temps réel sur une map. C'est ça qu'on appelle le commandement et contrôle. On peut voir ici des gens dans une compagnie qui sont en train de planifier une opération en utilisant des données qui ont été prises à partir d'un UAV. Des données là, au niveau là, de la coordonnée de l'objectif, au niveau de la direction à prendre pour aller attaquer cet objectif-là. C'est ce qu'on voit au niveau du commandement et contrôle. Au niveau du GPS maintenant, des applications militaires, la précision constitue la caractéristique la plus remarquable du GPS. La localisation à 30 mètres près ou moins est monnaie courante avec les récepteurs GPS à code d'accès libre. La combinaison de 21 satellites GPS, en plus de ceux de rechange, offre un réseau mondial 24 heures sur 24. Contrairement aux autres systèmes de navigation électronique, le signal provenant du satellite ne va jamais se dissiper dû à la distance de l'émetteur. OK. Les points clés que j'ai passés dans ce que je viens de dire, bien entendu, une précision de 30 mètres et moins des systèmes. On a 21 satellites. On parlait tantôt, il y avait une question à propos de savoir combien était grosse la constellation de satellites autour de la planète. Mais vous avez 21 satellites qui couvrent la planète au complet, et ça, 24 heures sur 24. Puis, dû que c'est un signal télémétrique, que c'est des données de base, ça a une très grande résistance aux interférences. Un autre aspect remarquable du GPS est sa résistance aux interférences causées par les conditions atmosphériques qui, normalement, engendrent des problèmes au système de navigation électronique. Par exemple, les orages, les signaux de radio, d'autres systèmes électroniques, la proximité de d'autres navires, les installations électroniques sur Terre, les systèmes d'allumage de moteurs et de bateaux, les récepteurs radio portables, etc. Le GPS utilise les hautes fréquences, 1227 MHz, un spectre électromagnétique où les interférences sont réduites. Plus important encore, le GPS utilise la technologie d'étalement du spectre qui permet de réduire de beaucoup la possibilité d'interférence aux fréquences exploitées. Exactement comme je disais tantôt, une fréquence qui est assez haute pour ne pas être dérangée par un paquet de choses qui émettent des radiofréquences tout le tour. Avez-vous des questions sur les applications militaires de Stade 3? Pas de questions? Moi, j'en ai.
La première question. Nommez-moi les 7 groupes d'applications militaires du système de positionnement global, GPS, ainsi qu'une courte description. On va se lancer avec un qu'on a vu. Lequel? À main levée. Vous? Navigation en cours de route. On parle de quoi quand on parle de navigation en cours de route? Dans le fond, c'est pour quand on part du point A, nous rendre au point B, ça nous donne notre trajet à faire sans qu'on se fourre, puis qu'on arrive à destination à temps à l'heure. Excellent. Un autre. Vous? La navigation en terrain bas. OK, la navigation en terrain bas. OK, pour quelle raison? Ben, par exemple, les hélicoptères ou les C-130, quand ils veulent atterrir sur avec la piste d'atterrissage, savoir le coordonnées où ce qu'ils sont selon sur le terrain à basse altitude. OK, navigation basse altitude, atterrissage, tout ça. C'est très bon. OK, un autre. Vous? Acquisition de cible. Acquisition de cible. On parle de quoi avec acquisition de cible? Cavalier Bergeron, l'acquisition de cible, qui est le système d'armes qui utilise le GPS pour trouver sa cible. OK, excellent. Très bonne réponse. D'autres? Vous? Navigation à l'inertie. Navigation à l'inertie. On parle de quoi quand on parle de navigation à l'inertie? Ben, c'est un espèce de système GPS qu'il y a dans certains avions pour corriger les erreurs que le pilote peut faire ou aussi les avions télécommandés pour corriger ce que l'avion va faire, dans le fond, pour pas qu'il se crash ou qu'il y ait d'erreur. Excellent, très bon. As-tu autre chose? Vous? Contrôle de missile. Contrôle de missile. On parle de quoi là-dedans? Pour contrôler les missiles, pour qu'ils atterrissent plus précisément à la cible qu'on veut atteindre. Excellent. D'autres choses? Vous? Le commandement et contrôle, Le sergent. commandement et contrôle, c'est quoi que le GPS peut faire au niveau du commandement et contrôle? Ça va aider le poste de commandement à diriger les troupes sur le terrain. OK, avec des données qui sont envoyées d'un peu partout, ça? Exactement, sergent. Excellent. Les voilà. Navigation en cours de route, la navigation terrain bas, acquisition de cible, opération à distance de véhicules, les systèmes de navigation à l'inertie, le contrôle de missiles, le commandement et contrôle. OK, ceci conclut les points que j'avais à vous passer durant les dernières minutes. OK, tous les sujets ont été couverts. Maintenant, avez-vous des questions sur la leçon au complet? Pas de questions? OK. Virez vos notes. Je vais vous passer une feuille de test. Laissez-la, ce côté-là, laissez-la virer. Attendez que je vous donne le go. OK, bien entendu, c'est un test écrit, un test de 8 questions. Vous devrez avoir 5 bonnes réponses sur 8 pour passer votre test. Lorsque je vais vous donner le go, vous allez avoir 5 minutes pour compléter le test. N'oubliez pas, la première chose à faire lorsque vous allez virer vos feuilles, inscrire votre nom et votre section pour qu'on puisse de savoir d'où c'est que vous venez. À partir de là, lorsque vous allez avoir fini le test, on va passer les feuilles aux voisins d'à côté. Puis à partir de là, on va passer à une correction au tableau. Avez-vous des questions sur les directives du test? OK? Débutez le test. Vous restez une minute? Est-ce que c'est tout le monde qui a terminé? Excellent. Si tout le monde a terminé, on va passer à la correction. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre document, vous allez prendre votre examen, vous allez le passer à la personne à côté. La personne à côté, faites le tour pourvu que vous n'ayez pas votre copie en main propre. N'oubliez pas que ça prend 5 bonnes réponses sur 8 pour passer. On va passer avec la correction. Je vais mettre les questions au tableau. À partir de là, je vais demander à main levée de répondre à ces questions-là. OK, la première question que vous aviez. Par quel moyen un GPS se sert-il pour communiquer avec un satellite? Vous, c'est quoi votre réponse? Télémétrie. Par télémétrie. Exact. La prochaine question. Combien de satellites faut-il pour avoir une donnée précise de notre location sur Terre? Vous? 4 satellites. 4 satellites.
C'était la bonne réponse. La question 3. Laquelle des phrases suivantes décrit le mieux comment les satellites arrivent à donner notre location exacte sur Terre? Vous, c'était quoi la réponse que vous aviez? Oui, le GPS arrive à trouver ses coordonnées en comparant des données télémétriques d'un total de 15 satellites. En analysant l'endroit où les signaux se croisent, les GPS peuvent ainsi trouver la location sur Terre. C'était la bonne réponse. La réponse est B. Question numéro 4. Nommez-moi les deux différents types de données d'orbite pour calculer une position. Vous. L'almanach et les éphémérides. Good, excellent, c'était la bonne réponse. Almanach et éphéméride. Question numéro 5. Les satellites utilisent un code pour transmettre de l'information. Quelles sont les deux utilités de ce code? Vous. C, pour prévenir les interférences et pour déterminer la distance entre l'utilisateur et les satellites. C'était la bonne réponse. Pour prévenir les interférences et pour déterminer la distance entre l'utilisateur et les satellites. Question numéro 6. Lors du calcul de l'allocation, le récepteur multiplie la différence des durées de transmission entre lui et les satellites par quelle autre vitesse? Vous. La vitesse de la lumière, sergent. La vitesse de la lumière, c'était la bonne réponse. Excellent. Prochaine question. Nommez-moi 4 groupes d'applications militaires du système de positionnement global GPS. Vous. Contrôle de missiles. Oui. Commandement et contrôle. Oui. Système de navigation à inertie. Opération à distance de véhicules. Du canon d'autre. C'est au tableau. OK, on avait la navigation en cours de route, navigation en terrain bas, acquisition de cible, opération à distance de véhicules, les systèmes de navigation à l'inertie, contrôle de missiles et commandement et contrôle. C'était 4 de ces 7-là. La dernière question. Le système de positionnement global GPS possède une constellation de combien de satellites? Vous. 21 satellites. En plus. OK. Réponse numéro B. C'était la bonne réponse. Calculez la note, Calculez la note que vous avez. OK, à main levée. Qui est-ce qui avait 5 réponses et moins? 5 réponses et moins? Non, sergent. OK. 5 réponses et plus, mettons? Oui. OK. Important de préciser. OK. 6 et 7 réponses, 8 réponses? OK. Je vois que tout le monde a très bien assimilé la leçon. C'est très bien. Excellent. OK. Durant la dernière leçon, ce que vous avez appris, les points qui sont présentement là, le système de positionnement global GPS, les points d'enseignement qui ont été couverts. Vous aviez la télémétrie des satellites, la navigation et comprendre l'information provenant des satellites et les applications militaires du GPS. N'oubliez pas que le GPS est un outil de précision pouvant vous donner votre location à 30 mètres ou moins de précision. N'oubliez pas que ce système a besoin de 4 satellites pour être efficace et que l'on retrouve dans plusieurs pièces d'équipement utilisées dans l'armée de terre, comme le Plugger 96 et le Dagger, et dans des systèmes pour le commandement et contrôle. OK, le plus important qu'il faut vous retenir d'ici, c'est que ce sont des signaux. Ça va vous aider au cours des prochaines leçons avec le GPS, que c'est des systèmes qui marchent avec des satellites, que ces systèmes-là, il peut arriver des problèmes, puis où est-ce qu'on peut retrouver ces systèmes GPS-là. Vous avez été de bons stagiaires, vous avez très bien appris votre leçon par rapport à votre test que vous avez fait. Maintenant, je vais vous distribuer des brochures. Autrement dit, c'est la leçon que je viens de donner, tous les PowerPoints qui sont là-dedans pour que vous puissiez étudier pour un prochain test. Voilà. La prochaine leçon portera sur Introduction aux équipements de navigation terrestre dans l'armée de terre. Ça va avoir lieu dans 10 minutes.
ici même, dans le local qu'on est présentement. Et ça va être donné par moi-même, Sergent Sévigny. OK? La leçon est maintenant terminée. Avant de partir en break, vous allez faire ramasser les bureaux, faire ramasser la salle de classe, pour que tout soit en ordre. À partir de là, vous pouvez envoyer votre monde en break. On se revoit ici dans 10 minutes. D'accord? Excellent. Terminé. Vous pouvez romper.